Arthur Delaporte, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes député socialiste du Calvados. Mobilisation forte, violence importante hier lors des manifestations. Quel bilan faites-vous de cette journée ? C'est un redémarrage du mouvement ? C'est une déliquescence à cause des violences ? C'est les deux. C'est-à-dire que le mouvement, il s'est jamais arrêté. La mobilisation, elle a toujours été continue, même si, évidemment, il n'y a pas toujours eu des grosses journées de mobilisation comme celle d'hier. Oui, il s'est soufflé, puis le 49.3 semble avoir relancé. Voilà. Moi, ce que j'observe, c'est que le 49.3, il a un double effet. Il a un effet de remobilisation de celles et ceux qui en avaient marre, finalement, de se dire à quoi ça sert de manifester. Là, ils voient à quoi ça sert. Ils se disent, nous, on est là, on a envie d'aller montrer qu'on n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron et la méthode qui est employée. Donc là, ils se disent, on y va pour ça. Après, c'est vrai qu'il y a un deuxième effet, c'est qu'il y a un effet de radicalisation. Parce que celles et ceux qui manifestaient jusque-là, ils le faisaient dans le calme et on va dire que les incidents étaient assez contenus. Et qu'est-ce qui est en train de se passer depuis maintenant une semaine ? C'est qu'il y a des éléments marginaux dans les manifestations qui sont de plus en plus violents et qui produisent ce qu'on a pu voir hier soir, c'est-à-dire des débordements. Et ça, c'est une infime minorité, mais quand on a des millions de manifestants, ça finit par faire des images assez spectaculaires et assez désastreuses. Ce sont eux, les factieux et les factions qu'a dénoncé le président de la République, ou ils visent plus large ? Moi, quand j'ai entendu le président de la République, j'étais assez révolté, parce que, évidemment, qu'il vise plus large. Quand il parle de ceux qui partiraient à l'assaut du Capitole parce qu'ils s'opposeraient à la réforme. Moi, je demande juste une chose, le retrait de la réforme. Je pars à l'assaut de la réforme. Et ça, c'est ce que je pense font des millions de Françaises et de Français, c'est qu'ils s'opposent à cette réforme. Mais on a le souvenir des Gilets jaunes qui, eux, voulaient s'en prendre au bâtiment public. Ils avaient envahi un ministère, ils s'étaient approchés de l'Élysée. C'est ce souvenir-là qui le réveille. Vous voyez bien que ça, c'est ce qui arrive quand le pouvoir donne l'impression d'être distant. Et d'ailleurs, les manifestants, ils se sont pris à Rennes, à Bordeaux, à des bâtiments publics, parce qu'ils ne font pas la différence, finalement, entre des mairies d'opposition, Bordeaux, Rennes, et finalement l'incarnation du pouvoir. Et ce qu'on voit là, c'est une forme de déliquescence de l'État, parce que l'État donne l'impression de ne pas être à l'écoute des préoccupations et de la colère légitime des citoyens. Est-ce que ce n'est pas aussi une radicalisation contre vous, les députés ? C'est-à-dire, vous n'avez pas su bloquer la réforme, la démocratie représentative, ça ne marche plus, on ne croit plus dans le Parlement, on attaque les mairies. Écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que député, j'ai jamais eu de critique sur mon opposition. Au contraire, quand je vais en manifestation, les gens me disent merci pour ce que vous avez fait, bravo, on est avec vous, continuez. Et donc finalement, non, il n'y a pas en tant que député d'opposition, j'ai pas eu de critique de ce point de vue-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on me dit, mais qu'est-ce qu'il fait Macron ? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche à mettre le pays à feu à sang, parce que finalement, la continuité de tout ça, c'est que plus le président donnera l'impression d'être sourd à la colère du peuple, plus derrière cette radicalité, elle va continuer de s'exprimer et peut-être même se renforcer, parce que les gens disent à quoi ça sert quand on manifeste pacifiquement, il se passe rien, alors que là, on commence enfin à se dire tiens, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose pour essayer d'apaiser tout ça. La police est aussi critiquée par la gauche pour son action contre ces violents et puis pour ses interpellations tous les soirs. Néanmoins, la police a eu beaucoup de blessés aussi dans ses rangs. Non, mais ce que je constate, c'est que hier, évidemment, il y a eu des forces de l'ordre qui ont été blessées et ces actes de violence, je veux dire, on les condamne. Mais ce que j'ai aussi observé ces derniers jours, c'est qu'il y a des manifestants pacifiques qui se sont fait gazer. Moi, j'ai vu des enfants hier qui pleuraient dans les manifestations parce qu'ils avaient, des larmes aux yeux. Le cortège de la FSU, c'est pas des radicaux qui se fait gazer. Vous voyez, c'est des gens, ça c'est dans des manifestations à Caen, par exemple. Alors que, finalement, la grande majorité des gens, ils sont là pacifiquement et ils ont l'impression d'être pris en tenaille. J'avais un camarade qui est sorti, simplement, qui me racontait d'un fast-food. Il sort du fast-food. La rue est bloquée. Là, il y a les Bravem qui arrivent. Ils se mettent à matraquer. Il s'est fait matraquer lui-même. Il était dans la rue. Vous voyez, il était dans la rue. Il faisait rien. Il était juste en train de sortir avec son sandwich. Ça ça donne un sentiment chez ceux qui se font violenter, d'un sentiment d'injustice. Et encore, je dis que ce qu'on dit hier, parce que je suis allé dans un commissariat avant-hier. Je suis allé constater une dizaine de jeunes filles entre 18 et 20 ans qui avaient été mises en garde à vue. Elles avaient simplement manifesté. Elles ont été relâchées sans aucune charge. Il y a eu 250 interpellations. Sur ces 250 interpellations, une infime minorité a donné lieu à des poursuites. Et donc, on considère qu'il peut y avoir une disproportion entre ceux qui sont arrêtés et ceux qui devraient effectivement l'être. C'est-à-dire les éléments radicaux qui méritent d'être isolés, celles et ceux qui commettent des violences envers les représentants de la force publique. Et évidemment, ça, c'est inacceptable, c'est intolérable et ils doivent être condamnés avec la plus grande sévérité. Alors là, je dis, il faut une proportion dans l'emploi de la force et faire très attention parce qu'on ne matraque pas les gens comme ça. L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation mardi prochain. Vous croyez encore au retrait du texte ? Le président a été ferme. Ce texte, il a été voté. Alors, il y a encore le Conseil constitutionnel, mais il reviendra pas en arrière. Alain Juppé était extrêmement faible, extrêmement ferme. Et il a été faible à la fin, parce que au bout d'un moment, on peut pas aller droit dans le mur jusqu'au bout. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Et là, pour l'instant, le président, il va toujours en courant en direction du mur, mais il y a un moment, il sera appelé par le principe de réalité. Et donc, moi, je pense que
le retrait, c'est toujours une option. Mais il y en a d'autres. Et avec les parlementaires, on en a ouvert d'autres. Avec le recours au Conseil constitutionnel, où on peut toujours espérer une censure. Parce que la procédure qui a été employée par le gouvernement, l'article 47.1, elle est inacceptable. C'est une Pourquoi procédure C'est une réforme de loi budgétaire en cours. Il s'agit de faire rentrer de l'argent dans les caisses dès 2023. Toutes les réformes des retraites l'ont été avec une procédure dite normale, pas avec un article 47. Et là, on veut de l'argent dès 2023. Donc l'objet d'une réforme des retraites, c'est sur la vie, c'est sur le temps long. C'est pas sur l'année budgétaire en cours. Vous savez, l'effort budgétaire cette année, c'est un déficit. C'est 600 millions d'euros de déficit. Ça ne rapporte pas un copec dans les caisses de l'État. Ça, c'est ce qu'on a voté dans le projet de loi de finances rectificatif. Et même à horizon, à moyen terme, dans 10 ou 15 ans, on était censé faire rentrer de l'argent. En fait, les ministres commencent à dire, finalement, on sera peut-être déficitaire. Donc, il n'y a pas d'effet d'amélioration à court et moyen terme sur les finances publiques. On va dire à horizon 15 ou 20 ans, oui. Mais là, à court terme, c'est pas le cas. Donc, en fait, on a une réforme qui utilise un véhicule budgétaire alors que ça n'a pas d'effet immédiat, réel sur les finances publiques. Il y a aussi le référendum d'initiative partagée. L'intersyndicale, d'ailleurs, l'a évoqué hier dans sa prise de parole. Et il y a un doute. Si le référendum est enclenché, certains juristes disent, ça suspend la loi. On attend l'issue du référendum, ça va prendre plus d'1 an. Et d'autres disent non, la loi s'applique et puis on l'annulera si le référendum aboutit. Qu'en pensez-vous ? Ce qui est sûr, c'est que si le référendum d'initiative partagée est validé, alors il y aura une collecte de signatures qui permettra derrière, on peut l'espérer à terme, de faire que dans la Constitution, on inscrive la retraite à 62 ans. Ça dépendra des parlementaires. D'âge légal maximum comme un plafond. Et donc ça dépendra évidemment des parlementaires, ça dépendra de la suite du processus, mais ça pourrait obliger à refaire une nouvelle loi si d'aventure, on allait jusqu'au bout de la procédure. Donc moi, je serai le président de la République, je ne prendrai pas ce risque d'enclencher quelque chose sur lequel il faut revenir quelques mois plus tard. Mais vous pourriez vous dire, on arrête les manifs parce qu'on croit dans ce référendum et on défera dans 2 ans cette loi. Entre-temps, il n'y aura pas eu beaucoup de dégâts, peut-être un trimestre ou 2 pour certains. Il y aura eu beaucoup de dégâts, je peux vous le dire, parce que dès septembre prochain, il y a des gens qui vont commencer à être impactés. 1 mois, 2 mois, 3 mois de plus. Mais même pour certains, plusieurs années, parce qu'ils étaient éligibles à des dispositifs de type carrière longue et qui ne vont pas pouvoir les prendre parce que ils ne le deviennent plus. Vous voyez, donc il y a des gens qui vont prendre 3 ou 4 ans et ça existe et c'est malheureux. Donc moi, je pense qu'il faut tout de suite que le président retire, qu'il attende, ou en tout cas, surtout, ne pas faire entrer cette réforme parce que on a toujours la possibilité de la faire retirer ou retoquer ou derrière d'obtenir que le peuple ne la valide pas. Fabien Roussel a dit il faut tout faire pour mettre la France à l'arrêt sur les grèves. C'est aussi votre stratégie au PS ? Écoutez, ce qu'il faut, c'est soutenir les organisations syndicales qui ont appelé à mettre la France à l'arrêt. Et donc moi, je considère que je suis socialiste, je respecte l'autonomie du mouvement social, et jusque-là, son unité a été exemplaire. Et il faut continuer dans ce sens. Si les syndicalistes appellent à mettre la France à l'arrêt, moi je serai derrière eux, parce que oui, on doit tout faire pour que le gouvernement entende enfin la colère du peuple, mais aussi l'injustice profonde de cette réforme, la brutalité de ces méthodes, et tout cela, nous le dénonçons et nous continuerons de le faire. À l'inverse, le gouvernement, et c'est légal, fait des réquisitions de salariés, fait évacuer des sites pétroliers pour alimenter et les aéroports et les raffineries, et les dépôts de carburant et les stations-service. C'est légitime, vous reconnaissez ? C'est légal, et c'est un moyen que le pays continue de tourner, même si c'est à minima. Le pays n'est pas totalement bloqué, la France n'est pas totalement à l'arrêt, mais ce qui est sûr, c'est que là où il y a eu un coup d'arrêt, c'est dans la politique du gouvernement. Aujourd'hui, quand on voit le président de la République mercredi dernier, on voit qu'il n'a plus de projet, plus de stratégie, qu'il est un peu là en train de errer et de se chercher une raison d'être. Eh bien moi, je considère qu'on aura déjà réussi ça, à montrer que le gouvernement aujourd'hui, il est plus faible que jamais et que il ne reste qu'une chose s'il souhaite continuer à pouvoir mener une politique dans un cadre cohérent, c'est de retirer cette réforme pour apaiser enfin le pays. C'est quand même le rôle du président de la République de chercher la concorde. Et aujourd'hui, je ne vois que de la discorde. Fallait-il reporter la visite de Charles III à Paris, qui est prévue de lundi à mercredi ? Écoutez, moi je suis pas roi d'Angleterre, mais si je l'avais été, je me serais dit, est-ce que c'est le bon moment de venir en France ? Ça aurait été humiliant pour la France d'annuler du côté anglais. Oui, mais quand il va venir et qu'il va voir Paris, quand il va voir qu'il y a une contestation, quand il va aller à Bordeaux, dont la porte de l'hôtel de ville a été incendiée... c'est ça la démocratie et la République, on n'est pas en monarchie ? D'humiliation. Moi, ce que je considère, c'est qu'aujourd'hui, il va aller voir un président affaibli, acculé dans son palais, qui n'écoute plus que lui-même. Alors, vous êtes l'inspirateur et le rédacteur d'une loi sur les influenceurs. Vous allez la présenter avec le soutien de Bercy aujourd'hui. C'est le début de la cohabitation ? Disons que sur certains sujets, il faut savoir travailler en bonne intelligence. Et ce qui s'est passé, c'est que on est plusieurs parlementaires à avoir travaillé sur le sujet des influenceurs, un sujet nouveau qui n'était pas régulé jusque-là. Et j'ai proposé une proposition de loi avec mon groupe socialiste en février dernier. Et j'ai été contacté par un député de la majorité qui m'a dit, monsieur le député, cher collègue, on se connaissait pas. Moi, je travaille dessus, ça serait bien qu'on bosse ensemble.
Et on s'est mis à bosser ensemble avec ce collègue, Stéphane Vogetta, et puis d'autres collègues, une trentaine de parlementaires, et on a coécrit finalement ensemble une loi qui a été examinée en commission la semaine dernière, qui le sera la semaine prochaine en séance. Et c'est vrai qu'en parallèle, Bruno Le Maire a lancé des concertations avec les acteurs du secteur, et on va voir comment on arrive à faire converger tout ça, et c'est ce qui sera présenté ce matin avec le ministre et avec donc les députés. Ça pourrait être voté à l'unanimité. Ça l'a été en commission des affaires économiques mercredi dernier. J'espère que ça le sera mercredi ou jeudi prochain, parce que oui, il y a urgence à agir pour réguler le secteur de l'influence. Il y a eu trop de dérives d'une minorité, mais trop de dérives. Et donc, il faut réinstaurer un cadre pour redonner de la confiance et surtout des certitudes à ceux qui font cette profession. Mais vous n'allez pas briser des vocations pour viser une minorité de fraudeurs ? Au contraire, il s'agit de donner, je vous dis, un moyen que certaines vocations trouvent un cadre juridique pour pouvoir exercer sereinement leur activité. Et ça, c'est ce que nous voulons faire. Et c'est l'amorce d'autres travaux possibles en commun, voire l'unanimité entre vous, la majorité et la droite ? C'est la preuve que quand le Parlement se saisit de son rôle, quand il est respecté, quand il n'est pas écrasé par des procédures comme le 49.3, on peut réussir à travailler ensemble dans l'intérêt général. Mais ça, il y a des sujets qui s'y prêtent. Vous voyez, là, on est sur un sujet d'intérêt général, de régulation, parce que c'est pas un sujet ultralibéral, c'est un sujet de régulation, de justice sociale, où on arrive à trouver des républicains, des insoumis, des écologistes, des socialistes et des membres de la majorité présidentielle qui travaillent ensemble, main dans la main, en bonne intelligence. Et je trouve que c'est assez admirable. Et donc, si je m'oppose à Bruno Le Maire sur sa politique générale, je suis aussi capable de travailler avec lui sur ce sujet-là. Arthur Delaporte, merci, bonne journée. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Et lundi, votre invité, Christophe Barbier, sera le démographe, Maxime Sbey. Radio J.